Il y a un rituel vraiment fondamental en démocratie, c'est ce moment où une personne glisse son bulletin dans l'urne. On aime bien penser que ce geste, c'est l'aboutissement d'une réflexion totalement libre. Ouais, un choix fait après un vrai débat public, transparent. Exactement. Sauf que, si on regarde l'enquête qu'on va décortiquer aujourd'hui, cette urne transparente, elle devient d'un coup très très opaque. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En fait, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'un algorithme totalement invisible a peut-être passé les 6 derniers mois à analyser les angoisses les plus intimes d'une population, juste pour guider la main des électeurs. C'est glaçon, dit comme ça. Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, notre plongée en profondeur se penche sur une enquête monumentale de Blox News. Notre mission, ça va être de comprendre comment les données de 87 millions de profils Facebook ont été siphonnées pour être transformées en de véritables armes psychologiques. Et le plus vertigineux là-dedans, c'est pas seulement le volume des données. L'histoire d'Internet est remplie de fuites massives. Non, ce qui est fascinant ici, c'est le raffinement de ces informations. C'est-à-dire. C'est la manière dont ils ont pris des données éparses pour les rendre totalement exploitables. Le but précis, c'était vraiment de cibler la psyché intime des individus. Ouais, on va voir la mécanique, mais attends, avant de plonger là-dedans, faut vraiment qu'on fasse une mise au point cruciale. Vas-y, je t'écoute. Les documents de Block News mentionnent des campagnes politiques très spécifiques et des personnalités hyper polarisantes. On parle de Donald Trump, de Ted Cruz, du Brexit ou même de Steve Bannon. Des sujets qui font très vite réagir, c'est sûr. Voilà. Et il doit être très très clair que dans notre analyse d'aujourd'hui, aucune prise de position politique n'est adoptée. On n'est pas là pour valider ou condamner une idéologie de gauche ou de droite. Notre seul but, c'est d'étudier de manière totalement impartiale la mécanique de l'information détaillée par nos sources. C'est vraiment indispensable de garder cette neutralité, surtout pour bien comprendre la froideur clinique de cette infrastructure. Oui, parce que c'est une vraie machine. Totalement. Et pour voir d'où ça vient, il faut s'éloigner des campus cool de la Silicon Valley. L'enquête montre que les racines de tout ça, ça vient directement du monde de la stratégie militaire. Nous, le SCL Group, c'est ça? Exactement. Le Strategic Communications Laboratories. Ça a été fondé dans les années 90 par un certain Nigel Hawkes. Ce qui est dingue en lisant les notes sur le SCL Group, c'est leur façade. Officiellement, ils se présentaient comme une agence de gestion électorale un peu classique, mais en interne, ils parlaient de gestion de conflits comportementaux. C'est un terme très clinique, oui. C'est un habillage sémantique pour dire guerre psychologique pure et dure. Leurs premiers clients, c'était pas des candidats normaux, c'était des gouvernements militaires, des régimes autoritaires. L'enquête cite des interventions au Népal contre des rébellions ou des opérations à Trinité et Tobago. Ouais, parce que dans ces contextes-là, le but, c'est jamais de convaincre avec des idées. Il s'agit de manipuler l'opinion pour étouffer une menace. Donc on cartographie les peurs, les clivages, et on appuie dessus. C'est de la contre-insurrection, tout simplement. Et c'est là qu'il y a une bascule historique incroyable. En 2013, tu as ce milliardaire américain, Robert Mercer. Il gère un gros fonds spéculatif et il décide de mettre au moins 15 millions de dollars pour amener cette machine sur le sol américain. C'est la naissance de Cambridge Analytica. C'est ça. Avec Steve Bannon, qui arrive au conseil d'administration. Et là, le but assumé, c'est d'utiliser ces techniques militaires sur des électeurs civils. En fait, c'est comme si on prenait une arme conçue pour renverser des dictateurs et qu'on la pointait soudainement sur un citoyen ordinaire qui boit son café. C'est exactement l'image. Et ce qui est fascinant ici, c'est ce changement de paradigme. La chercheuse Emma Bryant, qui est citée dans le dossier, explique que recycler ces tactiques sur des civils, c'est contourner le libre arbitre. On cherche plus à convaincre. Non, on cherche une faille cognitive chez un électeur précis pour déclencher un comportement pavlovien. Ok, décortiquons un peu ça. Avoir une ambition militaire, c'est une chose. Mais pour manipuler les gens un par un, faut connaître leurs failles. Comment on fait une cartographie de l'esprit humain à cette échelle? Eh bien, ça vient d'une découverte universitaire de 2013, qui avait l'air totalement inoffensive. Ça vient du Psychometric Center de l'université de Cambridge. Ah, les fameux Mikhail Kozinski et David Stilwell. Oui, ils ont prouvé qu'un algorithme pouvait déduire l'orientation politique, l'intelligence ou les traits de personnalité de quelqu'un, juste en analysant ses clics sur Facebook, ces fameux likes. Franchement, ça ressemble à de la science-fiction. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un clic sur une vidéo de chat ou, je sais pas, une photo de pizza suffise à résumer toute la complexité d'un esprit humain? Seul, le clic sur la pizza ne veut rien dire. Mais le modèle ne lit pas dans les pensées, il repère juste des schémas statistiques.
Des corrélations, en fait. Exactement. Si des milliers de gens qui aiment une marque de chaussures et un groupe de rock des années 80 ont le même profil psychologique, l'algorithme relie ces points invisibles. Et pour classer ces profils, l'enquête parle du modèle Océan. C'est le standard en psychologie. Ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et névrosisme. C'est l'acronyme Océan. Mais concrètement, comment on passe d'un score abstrait de névrosisme à une arme électorale sur le fil d'actualité de quelqu'un? C'est ça le micro-ciblage. Fini le ciblage basique genre homme de 40 ans en zone rurale. Mettons que l'algorithme trouve un électeur avec un score très élevé en névrosisme. Ça veut dire qu'il est prédisposé à l'anxiété et à la peur. Donc, si un parti veut le convaincre de voter pour des frottières fermées, On va surtout pas lui envoyer un long programme économique, on va lui pousser une vidéo sombre sur son fil Facebook avec une intrusion à domicile et une musique angoissante. Ça déclenche la peur. et pour quelqu'un d'autre, Pour un électeur avec un haut score en ouverture, pour le même candidat, on montrera une pub lumineuse sur la protection des traditions et les opportunités. C'est le même bulletin de vote à la fin, mais le chemin pour y arriver est taillé sur mesure, dans l'ombre. c'est terrifiant d'efficacité. Surtout que nos sources disent qu'avec 300 likes, la machine te connaît aussi bien que ton propre conjoint. Ouais, et Alexander Nix, le PDG de Cambridge Analytica, se vantait d'avoir jusqu'à 5000 points de données par électeur. Mais attends, la vraie question logistique, c'est comment ils ont récupéré tous ces likes? Pour des millions de personnes, fallait un aspirateur géant. Pas besoin de piratage. Ils ont utilisé une porte dérobée légale laissée grande ouverte par Facebook. En 2014, le docteur Alexander Kogan crée une petite application. Le fameux quiz de personnalité This is your digital life. Voilà. Et le SCL Group a financé Kogan avec 800 000 $, juste pour payer des gens quelques dollars afin qu'ils fassent le quiz. Sauf que, si je lis bien, il n'y a que 270 000 personnes qui ont été payées pour le faire. 270 000, c'est pas grand-chose pour cartographier un pays entier. Et c'est là que la magie noire opère, via l'API Graph 1.0 de Facebook. Quand tu acceptais les conditions du quiz, tu donnais tes données, ouais. Mais l'application aspirait aussi silencieusement les données de toute ta liste d'amis. C'est là que ça devient vraiment dingue. En gros, c'est comme si on invitait un plombier chez soi pour réparer un évier et qu'on découvrait plus tard qu'il en a profité pour faire des doubles des clés de toutes les maisons du quartier. C'est exactement ça. Sachant qu'à l'époque, les gens avaient environ 200 amis en moyenne. Tu multiplies 270 000 personnes par 200. Siphonné. En un claquement de doigts. Et Facebook le savait dès 2015, mais ils n'ont rien dit jusqu'en 2018. 3 ans de silence. Et pendant ce temps, l'arme a été déployée sur le terrain. Bah oui. L'enquête liste leur implication dans 44 élections américaines, dès 2014, puis la campagne de Ted Cruz, et bien sûr Donald Trump avec le Project Alamo, sans oublier le Brexit avec leur filiale Aggregate IQ. L'ironie, c'est que c'est la violence de ce déploiement qui a fini par les détruire. De l'intérieur. Par le lanceur d'alerte Christopher Wiley, le gars de 28 ans aux cheveux roses. Il détonnait complètement avec le style militaire du SCL. C'est fou ce paradoxe, il aide à bâtir la machine et d'un coup il détruit tout. Qu'est-ce qui a provoqué ça en fait? Dans les documents, il explique qu'il a eu une prise de conscience brutale quand il a vu des méthodes de guerre psychologique appliquées à des civils américains et britanniques. Il a franchi une ligne rouge. Et donc il contacte Carole Cadwaladra du Guardian en 2018. Ouais, une journaliste incroyable qui a risqué des procès en diffamation ruineux face à des avocats londoniens. Elle a même été nommée au Pulitzer pour ça. Et quand l'article sort, c'est l'explosion. Facebook perd 100 milliards de capitalisation. Zuckerberg doit témoigner. Mais une fois la tempête passée, qui a vraiment payé la facture? C'est la partie la plus cynique du rapport. La FTC aux États-Unis a mis une amende de 5 milliards de dollars à Facebook. Un record sur le papier. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? 5 milliards, on se dit que c'est énorme. Mais l'enquête dit que c'était que 4 semaines de revenus pour eux. Seulement un mois, ouais. Et le pire, c'est que le jour de l'amende, l'action de Facebook est remontée en bourse. Les investisseurs s'attendaient à pire, et au Royaume-Uni, c'était encore plus ridicule. 500 000 livres d'amende, parce que c'était le maximum légal à l'époque. Et Cambridge Analytica dans tout ça? Ils ont fermé en mai 2018, mais apparemment, ils ont rouvert direct sous le nom des Mère Data, avec les mêmes acteurs clés comme les mères sœurs. Ils ont juste changé la plaque sur la porte. Exactement. Aucune condamnation pénale pour Alexander Nix, malgré les caméras cachées. Alexander Kogan est retourné à l'université. Et 0 indemnisation pour les 87 millions de profils piratés. C'est déprimant.
Ça devient juste un coût de fonctionnement ordinaire pour ces entreprises. Il n'y a eu aucune avancée positive alors? Si, pas même. Le RGPD européen est entré en vigueur 2 mois après le scandale. Ça a vraiment servi d'électrochoc pour imposer le consentement explicite. C'est un modèle pour 140 pays aujourd'hui. Sauf que l'industrie s'est adaptée. Le marché du courtage de données a évolué. Ouais, le profilage continue sous votre forme. Et le rapport soulève un point intéressant. On ne saura jamais vraiment à quel point ces techniques ont fait basculer les élections. C'est dur de l'isoler mathématiquement. Mais la machine, elle, a bel et bien tourné. La volonté de manipulation était réelle. Au début de cette émission, on parlait du vote comme d'un acte libre. Mais sinon, moindre clics permettent de cartographier nos vulnérabilités sans qu'on s'en rende compte. On est en droit de se demander, les élections de demain seront-elles remportées par ceux qui ont les meilleurs arguments ou simplement par ceux qui possèdent l'algorithme de profilage le plus sophistiqué?